Bonjour Eric, je rappelle que tu es naturopathe depuis une vingtaine d'années et que tu es l'auteur de 8 livres sur la nutrition. Aujourd'hui, nous avons abordé un nouveau sujet, le rajeunissement, et je voudrais savoir si tu peux nous expliquer ce qu'est le rajeunissement d'après toi. Oui, bonjour Corinne. Alors, pour moi, le rajeunissement, avant de parler du rajeunissement, il faut expliquer que l'organisme, dès que l'on vient sur Terre, et puis ça sera comme ça toute notre vie, on fait des échanges avec l'extérieur, que ce soit des échanges au niveau de la respiration ou des échanges au niveau de l'alimentation, puisque l'alimentation vient de l'extérieur et que tout ça engendre évidemment une certaine usure. C'est une usure qui est normale, qui va générer des déchets. La respiration, on rejette du gaz carbonique. Et en ce qui concerne la nourriture, ben, on va rejeter des sels et on va rejeter aussi par les urines certains déchets. Donc tout ça va occasionner une usure normale de l'organisme et on pourra parler d'un vieillissement petit à petit de l'organisme puisque on est pour vivre un certain laps de temps et puis on meurt. Et entre la naissance et la mort, il y a une usure normale. Cette usure correspond à un vieillissement normal de l'organisme. Si on veut rajeunir, ça signifie quoi rajeunir? Alors c'est peut-être un excès de langage, j'en sais rien. Mais rajeunir, pour moi en tout cas, ça signifie qu'on peut prendre des années, on peut atteindre l'âge de 30 ans, 40 ans, 50 ans, sans avoir des marques qui sont soi-disant liées au vieillissement. Les cheveux blancs, c'est une forme de vieillissement. Les rides au niveau du visage, c'est une expression du vieillissement. Mais toutes ces expressions du vieillissement peuvent venir plus tardivement qu'on le croit et puis de manière moins marquée. En ce qui concerne les cheveux qui blanchissent, j'aime bien parler de l'exemple de la personne qui a créé le centre Hippocrate aux États-Unis. Je me rappelle plus de son nom. C'est une Brian femme qui a... Clemens. Comment? Brian Clemens. C'est pas Anne Wigmore? C'est Anne Wigmore qui a créé le centre de santé. Oui, oui. Ensuite, je crois elle a donné le centre à ses enfants ou à des membres de sa famille, mais c'est elle qui a initié ce centre. Lorsqu'elle a initié ce centre, elle l'a dit elle-même, elle avait déjà les cheveux qui blanchissaient, elle avait la cinquantaine d'années, je crois. Eh bien, 20 ans après, elle avait les cheveux qui sont redevenus petit à petit, évidemment, qui ont repris la couleur qu'elle avait à 20 ans, et ça sans teinture, de manière tout à fait naturelle. Donc ce qui est intéressant, c'est que de savoir que l'organisme est capable de se régénérer. Et pour moi, le fait que cette personne ait été capable de retrouver la pigmentation de ses cheveux et de voir ses cheveux reprendre sa couleur d'origine qu'elle avait à 20 ans, ça prouve bien que l'organisme est capable en tout cas de freiner son vieillissement si on considère que les cheveux blancs, c'est un signe de vieillissement. Et pour moi, ça correspond à des carences. Et donc, on voit que c'est réversible. Alors évidemment qu'il ne faut pas extrapoler, il ne faut pas dire non plus qu'on est capable d'une personne de 80 ans d'en faire un jeune de 20 ans. Mais en tout cas, cet exemple est intéressant car il peut laisser penser que c'est un processus qui peut être freiné. Pour revenir à notre sujet du rajeunissement, pour moi, c'est important d'expliquer que pour rajeunir, en fin de compte, ou pour freiner son vieillissement, c'est peut-être plus juste de dire ça, il est intéressant de comprendre comment l'organisme fonctionne et essayer de le faire fonctionner de la manière la plus optimum possible. La première des choses à faire, c'est donner de l'importance à la qualité alimentaire. Alors la qualité alimentaire, elle doit être bien sûr conjuguée avec les notions de classe alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un repas équilibré doit comporter des crudités, des protéines, des glucides et des lipides.
Alors, les crudités, c'est la seule partie du repas qui amène des enzymes, des vitamines, des oligo-éléments. Enfin, c'est la seule partie du repas. C'est la partie du repas qui va en contenir le plus. Et en même temps, il faut savoir que, parce que c'est cru. Et en l'occurrence, il faut savoir que les enzymes sont très sensibles à la chaleur, puisque les enzymes sont altérées à partir de 45 degrés, les vitamines à partir de 70-90 degrés selon le type de vitamine. Et puis les minéraux, les acides gras, tout ça oxydé à partir de 110 degrés, tout ça est altéré. Et le fait de manger cru préserve la valeur biologique et la quantité de nutriments du départ. Et on s'aperçoit lorsqu'on manque de crudité que, évidemment, on va avoir un pancréas qui va souffrir puisqu'il va être obligé de fabriquer plus d'enzymes, puisque les carences en enzymes nutritives va avoir comment je vais dire, une conséquence sur le plan digestif. Donc l'organisme est obligé de fabriquer, le pancréas est obligé de fabriquer des enzymes qui normalement sont apportées par les aliments eux-mêmes. Et quand le pancréas ou le foie est obligé de fabriquer des enzymes nutritives qui normalement sont apportées par la nutrition, cela se fait au détriment d'enzymes métaboliques qui servent entre autres à la dépollution euh, des espaces intercellulaires, etc. Et interstitiels en l'occurrence. Et évidemment que ça force l'organisme à produire des enzymes qui devraient pas l'être, puisque normalement ils sont apportés par la nutrition. Donc dès qu'on commence à déséquilibrer notre repas sur le plan euh, qualitatif ou sur le plan des classes alimentaires, eh bien, on force l'organisme à procéder à des mécanismes de compensation, des mécanismes d'assimilation et de digestion qui seront perturbés. Et ça explique un des mécanismes du vieillissement prématuré. Alors le vieillissement prématuré, évidemment, ce n'est pas que ça, c'est aussi les erreurs que l'on peut engendrer soi-même au quotidien, le fait de prendre du café, le fait de consommer certains aliments brûlés, caramélisés, qui vont générer des toxiques et ces toxiques vont provoquer des dysfonctionnements de l'organisme et des dysfonctionnements cellulaires. Il faut savoir que l'organisme, dès qu'il y a des échanges, va générer des déchets. Il va y avoir ce qu'on appelle des oxydations, la production de radicaux libres. Tout ça, c'est normal, mais c'est lorsque justement on mange des aliments de mauvaise qualité, trop brûlés ou dénaturés avec des additifs, qu'on va générer beaucoup plus de ces déchets et qui vont oxyder par exemple entre autres la paroi cellulaire, la membrane cellulaire, et c'est un des mécanismes du vieillissement. Il faut savoir aussi qu'un des mécanismes du vieillissement est un des mécanismes qui favorise beaucoup de pathologies chroniques, telles que Parkinson, Alzheimer ou arthrose, arthrite ou même des maladies plus anodines comme le surpoids, l'obésité, la cellulite. Toutes ces maladies ont comme point commun un processus inflammatoire et quand on maîtrise l'inflammation de l'organisme, l'inflammation générale de l'organisme, eh bien on se met quand même à l'abri en partie de ces pathologies. Et plus on mange mal, plus on mange des aliments raffinés, des aliments qui ont été transformés, et plus on augmente ces processus inflammatoires, on augmente aussi l'oxydation radicalaire, et ce sont des processus qui favorisent l'usure prématurée, l'usure cellulaire prématurée. Voilà. Il y a l'alcool aussi, non? Ceux qui boivent aussi régulièrement. Alors, tu as raison, bien sûr que le fait de fumer, de boire, évidemment que... alors, modérément, si on le fait modérément, je pense que ça peut passer, bien que ce ne sont pas non plus des comportements indispensables dans une vie, mais bon, pour certains, ça génère du plaisir, donc c'est tout à fait envisageable, mais avec modération. Voilà. Et boire un bon vin de verre rouge
biologique de préférence de temps en temps, ça ne met pas en cause la santé. Par contre, boire de l'alcool pur de manière régulière, ça, c'est pas des pratiques forcément à conseiller. Et en ce qui concerne la cigarette, c'est pas très naturel de faire passer de la fumée dans la gorge, dans les poumons. Donc pour moi, ça devrait être très occasionnel ou si on peut s'en passer complètement, c'est pas plus mal. C'est sûr. Et donc, comment bien se nourrir pour freiner le processus du vieillissement? Est-ce que tu proposerais comme journée type? Alors voilà, pour moi, un repas équilibré, c'est un repas qui comporte toutes les classes alimentaires, donc des crudités. Par exemple, ça peut être des carottes, des betteraves, des céleris, du navet, du persil, du chou, voilà, ça c'est très important. Ensuite, on peut l'agrémenter avec une cuillère à soupe d'huile de bonne qualité, première pression à froid, vierge et bio, telle que de l'huile de noix, de le colza, euh, et puis de temps en temps olive et tournesol. En plus, on peut mettre des aromates. Les aromates, c'est très important, c'est très intéressant parce que ça a des effets antiseptiques, ça a des effets qui peuvent favoriser, il y a des molécules dans les aromates qui peuvent favoriser la digestion. Ensuite, on peut aussi utiliser le curcuma. Le curcuma est un anti-inflammatoire très puissant et le curcuma a aussi un rôle sur le système immunitaire. Donc, agrémenter ces aliments avec ce genre de condiments et d'aromates, c'est un gage de santé. Voilà, après on peut y mettre des graines germées, on peut y mettre des graines germées, on peut mettre un peu d'olive, des oléagineux, un peu d'amande, un peu de noisette pour donner plus de saveur aux crudités. Voilà, ça c'est intéressant pour commencer son repas comme ça. Ensuite, les féculents, les sucres peuvent être représentés par des féculents. Alors, les féculents, ça sera par exemple des pommes de terre. Alors, évidemment que pour ceux qui sont intolérants au gluten, parce qu'on en parle de plus en plus, on peut éviter les céréales qui contiennent du gluten comme le blé, l'avoine, le seigle et l'orge et favoriser plutôt le riz, le millet, le quinoa ou d'autres céréales encore. Voilà pour les sucres. Les protéines pour l'omnivore seront représentées par la viande, le poisson, les œufs et un peu de fromage de temps en temps. Les produits laitiers ne sont pas interdits, mais à consommer très modérément. Et puis on n'est pas du tout obligé d'en prendre 3-4 par jour, un ou deux par semaine si on a d'autres sources de calcium telles que les légumes et les oléagineux. On n'a pas de souci au niveau du calcium. Il y a des gens qui ont de plus en plus d'allergies aux produits laitiers, hein, au Voilà, niveau voilà. Donc respiratoire, ORL, voilà, les gens peau. qui ont des intolérances au gluten et aux produits laitiers devront consommer modérément, mais en sachant qu'avec une nourriture équilibrée, ils n'auront aucun souci. Les personnes qui ne mangent pas de gluten, eh ben, ils trouveront le céréal, les sucres dans d'autres céréales telles que le millet, le sarrasin, le riz, le quinoa. Et puis ceux qui sont allergiques ou intolérants aux produits laitiers, eh bien, ils pourront consommer des végétaux et ils trouveront leur source de calcium et d'autres minéraux basiques sans souci. D'ailleurs, la majorité des peuples, des populations qui ne consomment pas de produits laitiers n'ont aucun problème, ne souffrent d'aucune carence en général par rapport au calcium et sont beaucoup moins atteints d'ostéoporose que les personnes qui en consomment. Donc c'est quand même un indicateur. Voilà donc pour les glucides. Pour les protéines seront représentées, donc on l'a dit, par la viande, le poisson, les œufs. Pour les personnes qui sont omnivores, ensuite, si on est végétarien, végétalien ou crudivore, eh ben, évidemment, ensuite, il faudra trouver d'autres sources protéiniques. Pour les végétariens, ils enlèvent la viande et le poisson. Alors, il y a certains végétariens qui consomment du poisson et des produits de la mer. Par contre, il y a des végétariens qui sont plus stricts et qui suppriment tous les produits de la mer et tous les produits en relation avec la chair animale, comme la viande, la charcuterie. Et les végétaliens, ça c'est encore plus strict, puisque les végétariens, eux, consomment les sous-produits animaux, tels que les fromages
et les œufs, par exemple, alors que les végétaliens n'en consomment pas du tout et eux ne consomment que des céréales et des légumineuses et des végétaux. Ils suppriment totalement tous les produits animaux et les sous-produits animaux. Mm. Voilà. En tout cas, tout ça, ça représente des classes alimentaires. Ensuite, ces classes alimentaires doivent être conjuguées avec une autre notion qui est la qualité. C'est évident. Si on veut justement voir son vieillissement avancer le moins possible, c'est-à-dire freiner son vieillissement, pour moi, c'est très très important de conjuguer les classes alimentaires avec la notion de qualité. La notion de qualité, ça veut dire que les crudités, par exemple, seront issues de légumes biologiques pour éviter les pesticides, les herbicides, les produits de synthèse, phytosanitaires de synthèse. Les glucides seront des glucides non raffinés, à indice glycémique faible, tels que du riz complet ou du semi-complet, du millet, du quinoa d'origine biologique. Voilà, ça, c'est la notion de Pour ce qualité. qui est du quinoa, parce que j'ai eu des soucis étant intolérante au gluten, j'ai souvent acheté du quinoa et en tout petit sur le sachet il y avait marqué peut contenir des traces de gluten ou de soja, parce que c'était emballé dans des entreprises où il y avait aussi ces produits-là. Et donc, du coup, il faut faire très attention aux traces pour ceux qui sont vraiment allergiques au gluten. Tout à fait. Ensuite, si ces produits n'amènent pas de gluten, mais c'est dans le conditionnement et les emballages qu'on peut trouver des traces, mais après, c'est en relation avec le sérieux des sociétés qui produisent ces produits. Voilà. Mm. Les lipides, ça sera des huiles de première pression en froid, vierge et bio. C'est évident que c'est complètement irrationnel de consommer des huiles qui ont été, quand vous ouvrez le flacon, vous devriez avoir un produit tout à fait enfin, non utilisé, non traité. Et eh bien, il faut savoir qu'une huile de première pression à froid, c'est ce que vous avez, c'est une huile qui n'a pas été altérée ni par la chaleur ni par des solvants chimiques, alors qu'une huile qui a été extraite à chaud par solvant chimique, eh bien, elle a été déjà chauffée à 180, 200 ou plus, 200 degrés. Et dans certains cas, vous avez des solvants chimiques. Donc, c'est une huile qui est altérée, c'est une huile qui ne peut plus répondre aux besoins de l'organisme, qui est entre autres l'étanchéité des membranes cellulaires. Il faut savoir qu'une huile qui a été chauffée, c'est une huile qui souvent chauffée ou obtenue par solvant chimique et dans d'autres cas hydrogénée. Et donc elle est saturée en hydrogène. C'est une huile qui a été modifiée sur le plan biochimique. Et je suis désolé, elle ne peut plus répondre aux attentes de l'organisme, qui est entre autres l'étanchéité des membranes cellulaires. Ces huiles normalement sont, pour certaines, telles que l'huile de noix ou l'huile de colza, sont des précurseurs des prostaglandines qui sont des hormones anti-inflammatoires, des molécules anti-inflammatoires, mais lorsqu'elles sont chauffées, même si c'était des oméga 3 au départ, eh bien elles deviennent pro-inflammatoires. Donc c'est le bon sens de ne pas consommer ces produits et le fait de consommer ces produits, ça altère le fonctionnement de l'organisme et quand l'organisme est altéré, eh bien, il ne pourra pas fonctionner à son rendement optimum et il y aura des vieillissements cellulaires et des désorganisations cellulaires et on vieillira plus vite. Évidemment que ce n'est pas uniquement en consommant des huiles chauffées qu'on va vieillir plus vite, mais c'est le cumul de tous ces paramètres qui freinent ou accélèrent le vieillissement. Il y en a qui conseillent de cuisiner avec de l'huile de coco. Alors ensuite, c'est vrai que pour la cuisine, on encourage à utiliser des huiles qui sont déjà saturées naturellement, comme l'huile de palme ou l'huile de coco ou l'huile de copra. Les huiles saturées, elles ne sont pas dangereuses pour la santé, mais elles doivent être consommées en quantité restreinte. L'organisme en a besoin à hauteur de 15%. L'organisme est capable, à partir d'acides gras polyinsaturés, de faire des acides gras saturés. Par contre, à partir d'acides gras saturés, l'organisme n'est pas capable de faire des acides gras polyinsaturés. Donc, on n'est jamais vraiment en carence d'acides gras saturés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en consommer, mais on ne risque pas vraiment une carence très grave. Par contre, en acides gras polyinsaturés,
les acides gras essentiels. Ça, si on n'en a pas en amont, eh bien, l'organisme n'est pas capable de les synthétiser. C'est pour ça que c'est très important de consommer de l'huile de noix, de l'huile de colza, et pour ceux qui ont la possibilité, parce que leur régime ne leur interdit pas, de manger du poisson qui est riche en oméga 3, qui apporte les fameux EPA, DHA. Les poissons qui contiennent du mercure, alors? Alors c'est vrai qu'ensuite, on peut se poser la question des acides gras qui sont souvent vecteurs de certains toxiques, c'est-à-dire qu'on sait que pour les animaux ou pour les êtres humains, les acides gras sont souvent des exutoires. Les toxiques sont souvent accumulés dans les acides gras. Et dans ce cas-là, eh évidemment, on peut retrouver du mercure, du PCB. C'est pour ça qu'il est conseillé de consommer plutôt des gros poissons. Non, plutôt éviter les gros poissons. Voilà. Comme le thon, le saumon, qui sont des poissons en bout de chaîne alimentaire et qui ont consommé plein de petits poissons. Donc, ils sont plus intoxiqués que si vous mangez une sardine ou du hareng, qui sont des poissons plus petits et qui, évidemment, sont moins concentrés en mercure, en PCB. Donc ça, c'est évidemment à prendre en compte lorsque on mange du poisson. Le thon, le saumon, il ne faut pas dépasser une fois par semaine et les petits poissons, on peut en manger plus fréquemment. Et ça, c'est vrai, ça fait partie aussi de la logique d'une personne qui souhaite vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Penses-tu qu'il y a un peuple sur Terre qui pourrait être pris en exemple par rapport au vieillissement? Alors voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se poser la question si le fait simplement de mettre en pratique les conseils que je viens d'énumérer, qui ne sont pas grand-chose, hein, qui sont le fait de conjuguer la qualité alimentaire avec les classes alimentaires. Est-ce que le fait de conjuguer ça, alors évidemment il n'y a pas que ça, il y a aussi respirer de l'air de bonne qualité, boire de l'eau de bonne qualité, digérer dans de bonnes conditions, éviter les compatibilités, les mauvaises associations alimentaires, etc., éviter le stress pendant qu'on mange, etc. Mais est-ce que le fait de conjuguer et de vivre ces éléments, c'est la partie alimentaire, la partie qualitative, etc. Est-ce que c'est porteur de longévité? Est-ce que c'est porteur de santé? Ben oui, tout à fait. Lorsque on prend comme exemple les Okinawa, alors les Okinawa, c'est le peuple qui vit à Okinawa. Okinawa, c'est une archipel de 61 îles près du Japon. Il faut savoir que c'est dans ce peuple-là qu'on trouve le plus de centenaires au monde. Et souvent, c'est plus que des centenaires, puisqu'il y en a qui arrivent à dépasser allègrement 100 ans, 110 ans, 115 ans. À 90 ans, il y en a qui sont encore capables, de ces personnes-là, ils sont encore capables de travailler 8 heures au champ. Et ils ont une santé excellente, ils ont le plus de centenaires au monde, et ils ont une dépendance en fin de vie qui est beaucoup moindre que les Européens ou les Américains. Les Européens et les Américains ont environ 10 à 12 années de dépendance en relation avec les traitements, les hôpitaux, etc., parce qu'ils sont dans des maladies chroniques ou des maladies lourdes, des maladies dégénératives, alors que les Okinawa, ils ont quasiment pas d'années de dépendance, puisqu'ils vivent en très bonne santé et ils meurent souvent en très bonne santé à des âges très avancés. Et donc, ça n'a rien à voir avec quand on compare ces peuples-là, ils n'ont pas du tout les problématiques des peuples européens ou américains. Eh bien, même si on peut faire entrer d'autres facteurs de santé que la nutrition reste très très important et explique justement en très grande partie leur niveau de santé et leur longévité et leur qualité de vie jusqu'au dernier jour. Et la preuve que c'est quand même la nutrition est un élément fondamental de ce résultat, c'est que quand ces gens-là quittent le Japon ou Okinawa et ensuite vont émigrer dans d'autres pays, eh bien, comme par hasard, ils ont le même taux de mortalité, ils perdent 10 ou 12 années de vie par rapport à leur espérance de vie de départ.
et ils ont les mêmes pathologies que les Américains ou les Européens. Et donc, ça prouve bien que ce n'est pas leur génétique qui est spéciale, c'est leur alimentation. Par contre, lorsque des Okinawans quittent leur pays et continuent à vivre dans leur pays d'accueil, leurs habitudes alimentaires, eh bien, ils bénéficient de la même longévité et de la même qualité de vie que les natifs qui sont restés à Okinawa. J'ai Okinawa. entendu dire qu'ils pratiquaient la restriction calorique. Tu es tout au courant? Alors, la restriction calorique, c'est un des éléments qu'ils pratiquent. Qu'est-ce que c'est la restriction calorique? C'est le fait de manger. D'ailleurs, ils mangent abondamment en termes de quantité. Ils ont des repas qui pèsent 500 grammes ou 600 grammes parce qu'ils mangent quand même du riz, ils mangent des légumes, etc. Donc, c'est riche en eau. Mais oui, on peut parler de restriction calorique, c'est-à-dire que malgré le bon volume de leur repas, ils ont une quantité de calories qui est moindre ou qui est équivalente à des gens qui mangeraient 2 ou 3 fois plus en termes de volume. Parce qu'en fin de compte, ils arrivent à avoir une nourriture qui a une densité nutritionnelle importante sous un faible volume calorique. Alors que si vous prenez par exemple l'alimentation des fast-foods, c'est l'inverse. C'est une densité nutritionnelle faible avec une quantité de calories importante. Plus il y a de calories, plus il y a de déchets et plus l'organisme va évidemment devoir gérer ces déchets et ça va provoquer un vieillissement prématuré au niveau cellulaire. Alors que quand on restreint sa quantité calorique, restreindre sa quantité calorique ne signifie pas faire un régime amincissant. C'est simplement manger autant qu'on en a besoin, mais sous un faible volume calorique. Et dans ce cas-là, eh bien, on s'aperçoit que c'est un gage de longévité. Et d'ailleurs, des expériences ont été faites sur différentes espèces animales. À certaines, on a donné la possibilité à toutes sortes d'animaux. Ça pouvait être des serpents, ça pouvait être des rats, des souris ou des cobayes, etc. On leur a donné la possibilité de manger autant qu'ils voulaient. Et dans d'autres lots, on leur donnait la possibilité de manger de bonne qualité, ce dont ils avaient besoin, mais leur quantité était limitée pour pas qu'ils puissent rentrer dans excès alimentaire. Eh bien, le lot qui avait eu une restriction calorique a vécu 3 à 4 fois plus longtemps que les animaux qui pouvaient manger à volonté. Il faut dire que ça sera pareil pour les humains. Comment? Il faut dire que ça sera pareil, voire pire. Exactement, c'est pareil. Quand je dis restriction calorique, ça ne veut surtout pas dire soit régime alimentaire pour mincir, c'est pas du tout ça. Et ça ne veut pas dire non plus carence alimentaire. Il n'y a pas de carence alimentaire dans ce genre de restriction calorique. Simplement, on limite la quantité de calories. Parce que plus on mange des aliments, et puis d'ailleurs plus on mange des aliments riches en calories, souvent c'est au détriment de la qualité des vitamines, des minéraux, des enzymes, parce que ce sont des aliments raffinés. Eh bien, tout cela, les carences, ça évidemment, ça favorise le vieillissement prématuré. Mais la quantité trop importante de calories provoque évidemment une usure prématurée au niveau cellulaire, puisqu'il y a des déchets importants à recycler, à rejeter, etc. Donc la restriction calorique, bien appréhendée de cette manière, est un gage de longévité. Et il faut savoir que les Okinawa pratiquent une règle, alors je ne me rappelle plus le nom de cette règle en japonais, comment ça se dit. Ils sortent jamais d'un repas repu. C'est-à-dire que juste avant d'arriver à satiété, ils arrêtent de manger pour justement éviter de manger les 10% supplémentaires qui amèneraient une satiété, enfin qui ferait qu'ils seraient repus, mais en l'occurrence, ils mangeraient un peu trop. Eh bien, rien que le fait de respecter cette règle qui consiste à ne pas aller au bout de sa satiété,
c'est-à-dire de ne pas être repus, eh bien, ça les met à l'abri d'excès alimentaires. Et il faut savoir qu'une digestion, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et que justement de manger un peu trop, c'est-à-dire avec le dessert ou un dessert abondant, etc., ça va alourdir la digestion et ça multiplié par 365 jours par plusieurs années, évidemment, ça provoque entre autres un vieillissement prématuré. Et donc le fait de restreindre sur le plan calorique et de respecter cette règle qu'ils ont mis en place dans leur manière de manger, eh bien ça les met à l'abri d'excès alimentaire et puis ça favorise les processus, les échanges cellulaires, l'évacuation des déchets et ça fait partie de ce qu'on appelle la restriction calorique. Non, mais si on vit dans un cadre idéal à la campagne ou sur une île où on a accès à beaucoup d'aliments cultivés de manière le plus sainement possible, pour éviter le mot bio, là ça va, mais si on vit en ville et qu'on n'a qu'accès au supermarché du coin pour s'alimenter, avec les additifs alimentaires qui provoquent l'addiction, c'est difficile de résister et de manger juste avant l'arrêt de la satiété. Voilà, ta question elle est intéressante parce qu'elle elle soulève pour moi une notion qui est très importante. Autant pour moi c'est simple d'avoir la santé, autant pour moi c'est simple de vieillir moins vite que la moyenne des gens, enfin, qui ne respectent pas tous ces critères, autant ça devient difficile lorsque on se nourrit d'aliments dévitalisés, riches en additifs qui vont provoquer des comportements, des déséquilibres du comportement, c'est-à-dire une addiction sur tel produit, une addiction sur le gras, une addiction sur le sucré, une addiction sur le salé, etc. À partir du moment où on mange ce genre d'aliments, c'est évident que c'est très difficile de maîtriser tous les comportements sains qu'il faudrait avoir justement. Et c'est pour ça que pour moi, c'est incontournable de parler de la qualité. Et lorsqu'on parle de la qualité alimentaire avec des comportements de bon sens, c'est-à-dire prendre le temps de bien mâcher, faire une pause au moment de manger, éviter de se disputer avec les convives, éviter de regarder un film stressant ou lire quelque chose de stressant, eh bien, tous ces comportements naturels vont favoriser justement un bon fonctionnement de l'organisme. Et c'est quand on commence à avoir des attitudes qui ne sont pas justes, telles que le fait de consommer des aliments dénaturés, dévitalisés, dans la densité nutritionnelle est faible, qu'ensuite, eh bien, tout devient compliqué. Ça devient compliqué d'atteindre sa faim, ça devient compliqué de lutter contre les comportements compulsifs où on a envie de manger malgré qu'on a déjà mangé récemment. Et au lieu de lutter contre tous ces mécanismes, eh bien, il suffit de choisir la qualité conjuguée avec l'équilibre alimentaire et tout se passe bien. Ça dépend des moyens aussi et des moyens des personnes et du cadre de vie. Hein. Alors, savoir un potager sur le balcon ou un potager à la campagne. Voilà, on pourrait se poser la question, est-ce que l'argent est un critère incontournable pour avoir une alimentation de bonne qualité et équilibrée? Eh bien que l'alimentation de qualité pour certaines classes alimentaires, surtout pour les fruits et légumes, coûte un peu plus cher, pour moi c'est quelque chose qui est gérable. Et moi je connais des gens qui sont au RMI et qui mangent mieux que certains autres que je connais qui sont très très aisés financièrement. Parce que la première des choses, il faut connaître ces éléments, donc il faut se renseigner, il faut s'ouvrir. Il faut prendre conscience que la qualité alimentaire, c'est très important. Et ensuite, il faut vouloir. Il ne suffit pas de savoir, il faut vouloir. Et moi, je connais des gens qui ont peu de revenus et qui, malgré tout, arrivent à acquérir une bonne santé. Et ensuite, pour contourner les aspects financiers, il y a toutes sortes d'astuces. Les graines germées, on peut en faire. Ça ne coûte pas très cher, même pas beaucoup d'ailleurs. Vraiment, c'est très peu cher. Et c'est une source de nutriments fantastiques.
On peut faire aussi des jus d'herbe, le jus d'herbe d'orge, le jus d'herbe de blé, mais surtout le jus d'herbe d'orge. C'est extraordinaire pour se revitaliser et ça coûte pas cher du tout. Ensuite, il y a quelque chose qui est très intéressant pour combler ces carences au quotidien, c'est les jus de légumes. On peut avoir des jus de légumes ou des jus de fruits, mais en étant vigilant sur les fruits acides. Donc en général, il faut préférer les jus de légumes doux, comme la carotte, la betterave, le navet, le céleri. Et on peut avoir des légumes de très bonne qualité à des prix très raisonnables, soit directement chez le producteur bio, comme le font certaines fermes qui vendent directement aux clients, ou bien des AMAP ou des organismes qui arrivent à proposer des prix intéressants. Et puis, quand on s'aperçoit aussi de tout le gâchis que l'on fait avec des produits qui sont pas indispensables, comme, je sais pas moi, des glaces, des bounties, des frites, des surgelés, etc. Tout l'argent que l'on dépensera plus sur ce genre d'aliments de piètre qualité, on pourra le mettre sur des aliments indispensables. Et les aliments indispensables, c'est quoi? C'est des fruits, des légumes, quelques céréales, des œufs ou un peu de viande de poisson pour les omnivores. Et voilà, c'est ça un repas équilibré. Après, évidemment, on change ses crudités, on change ses protéines, on change ses sources de glucides aussi de temps en temps pour agrémenter le quotidien, pour pas être dans la répétition et les habitudes alimentaires. Mais au final, manger sainement, c'est très simple et ça met surtout à l'abri de beaucoup de troubles de santé graves et beaucoup de pathologies. Parce que là, on est en train de parler de la prévention du vieillissement, du rajeunissement, mais ce qu'il y a derrière, c'est que derrière l'aspect esthétique, parce que c'est toujours intéressant et c'est ça qui motive le plus les gens, c'est d'avoir un visage jeune à 50 ans, 60 ans. Évidemment que ça se prépare. Euh, et ça se prépare avec ce genre d'habitude alimentaire. Mais ce qu'il y a de plus intéressant et qui est fondamental pour moi, c'est que ça met surtout à l'abri de pathologies graves telles que des polyarthrites rhumatoïdes, des rhumatismes, des maladies dégénératives du cerveau. Et s'intéresser euh, euh, au rajeunissement ou à la prévention du vieillissement, si on le fait de manière intelligente, pas de manière obsessionnelle, eh bien on se met à l'abri de graves pathologies et ça ne sert à rien de vivre 10-15 ans de plus pour être sur une chaise roulante et ne plus être capable de s'exprimer ou avoir perdu sa mémoire ou ses fonctions cognitives. Donc pour moi, oui, ça vaut le coup si c'est abordé de cette manière. Autrement, gagner 15 ans pour se retrouver sur une chaise roulante, c'est vraiment pas intéressant. Mm. Aujourd'hui, quelles sont les théories du vieillissement? Alors, il existe, alors justement, lorsque je parle d'aliments de qualité, lorsque je parle de bonne digestion, évidemment que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a déjà moins de toxiques, puisque c'est une alimentation qui normalement garantit moins de pesticides ou pas du tout dans certains cas. Pas de pesticides, pas d'herbicides et surtout pas d'additifs déjà qui ne sont pas indispensables et qui sont très délétères pour la santé. Je crois que je ne vais rien t'apprendre si je te parle du glutamate de monosodium, si je te parle de l'aspartame, etc., qui sont des produits neurotoxiques qui déglinguent carrément le système nerveux. Donc déjà de ne pas avoir ce genre de produits, ça freine ce qu'on appelle l'usure cellulaire. L'usure cellulaire, c'est quelque chose qui est normal, mais qui est beaucoup trop accéléré avec justement ces aliments de pied de qualité et riches en additifs. Ensuite, il faut savoir que plus l'organisme peine, plus l'organisme est dans des processus pro-inflammatoires et doit gérer des toxiques, plus ça provoque des radicaux libres. Et ces radicaux libres, l'oxydation radicalaire, provoque évidemment une usure prématurée des membranes cellulaires. Ensuite, les processus inflammatoires sont toujours présents dans la quasi-totalité des maladies
Et moins on mange d'acides gras saturés, plus on mange des aliments de bonne qualité, avec des sucres non raffinés, etc. Et moins on engendre de processus inflammatoires. Je donne un exemple. Si vous consommez de l'huile de colza, de l'huile de noix, de l'huile d'olive, sans prendre en compte l'aspect qualitatif et que vous consommez ces huiles raffinées, eh bien, ces huiles raffinées, alors qu'elles étaient, ces huiles au départ, alors qu'elles contiennent des molécules anti-inflammatoires, des prostaglandines anti-inflammatoires, lorsqu'elles sont chauffées ou lorsqu'elles sont extraites à chaud, elles sont modifiées et elles deviennent pro-inflammatoires. Et plus l'organisme contient de molécules pro-inflammatoires, et plus les maladies dégénératives et les maladies telles que les maladies chroniques et les maladies dégénératives telles que, je ne sais pas moi, polyarthrite ou Alzheimer, Parkinson, etc., eh bien, elles pourront se développer. Donc, freiner, et d'ailleurs, les cancers aussi ont besoin du processus inflammatoire pour se développer. Donc, freiner les sources de radicaux libres, freiner les processus inflammatoires, c'est un gage justement. D'ailleurs, ce sont des théories qui expliquent entre autres le vieillissement. Et de respecter ces paramètres, c'est entre autres vieillir moins vite. Les radicaux libres, je parle d'alimentation, mais les radicaux libres, l'oxydation radicalaire peut aussi, c'est un processus qui peut être aussi engendré par le fait de la fumée du tabac, par le stress nerveux, etc. Donc, je n'ai pas trop insisté sur ces aspects-là, puisque c'est plutôt sur l'aspect alimentaire que j'insiste aujourd'hui. Ensuite, bon, la théorie de l'usure, elle va de soi. Plus un organisme a de déchets éliminés, plus il s'use et plus évidemment il vieillit plus vite. Ensuite, il y a la théorie neuroendocrine qui est l'idée que plus on vieillit, moins notre sécrétion hormonale. Alors ça c'est vrai, à partir de 40 ans, on sait que le pic des sécrétions hormonales est aux alentours de 25-30 ans. Ensuite, ça se stabilise et à partir de 40 ans, toutes les hormones ont tendance à être moins sécrétées. Donc l'hormone de croissance, la DHEA, la progestérone, la testostérone, la prégnénolone, etc. Et on considère que c'est ce déclin hormonal qui favorise le vieillissement. Et donc, de plus en plus, on trouve des organismes, des cliniques qui sont spécialisés dans le traitement, enfin, essayent de donner des réponses et proposent justement de rajouter de la DHEA, de rajouter certaines hormones pour essayer de combler le manque de sécrétion que l'on a à partir de 40 ans et considère qu'à partir de ce moment-là, on a plus de facteurs favorisant le rajeunissement, plus de marqueurs qui sont favorables à un certain rajeunissement. Moi, je n'y crois qu'à moitié parce que quand je vois certaines personnes du show business dont je sais qu'elles bénéficient de ces traitements et malgré tout sont atteints de maladies de Crohn ou de cancer, je me pose la question si vraiment ces traitements mettent à l'abri des maladies dégénératives. Et puis, parce que ça ne sert à rien de rajeunir si ensuite on se retrouve avec un cancer ou une maladie invalidante, hein. Donc, la théorie neuroendocrine qui consiste à pallier de manière artificielle avec des complémentations, ça coûte cher, c'est aléatoire comme résultat. Je ne critique pas de manière fondamentale, mais je sais que certaines personnes, d'ailleurs comme les Okinawans, qui eux ne font pas ce genre de correction au niveau neuroendocrinien et qui pourtant vivent très vieux et en très bonne santé. Donc, si d'un côté on mange mal et que de l'autre côté on fait ces complémentations, pour moi c'est pas très logique. En plus de ça, c'est souvent proposé à une élite de la société qui a un portefeuille bien garni, alors qu'aujourd'hui on peut très bien vieillir doucement et en bonne santé et atteindre un âge avancé sans que ça coûte très cher, sans que ça coûte cher même, tout simplement au quotidien en ayant une alimentation équilibrée, adaptée, saine et de qualité. Et ensuite, il y a aussi la théorie des télomères.
Alors, les télomères, c'est l'extrémité de nos chromosomes. Et en fin de compte, il y a une nouvelle technique qui consiste à proposer des sources de télomérase, qui est un enzyme qui va protéger ou qui va faire en sorte que les télomères soient moins atteints. Alors, qu'est-ce que c'est un télomère? C'est la partie de l'extrémité de notre chromosome qui va conditionner le nombre de duplications d'une cellule. Si une cellule est dupliquée, se duplique 70 fois, eh bien, plus on use, si elle a la capacité de se dupliquer 70 fois, plus on use rapidement ce cycle de duplication et plus on atteint ce nombre, alors j'ai dit 70 fois, c'est peut-être plus, hein, ou peut-être moins, je ne sais pas exactement, et bien évidemment, à un moment donné, lorsqu'on a atteint ce nombre, et bien évidemment, la cellule ne se duplique plus et elle meurt définitivement. Et donc, ça entraîne la dégénérescence de l'organe ou du corps lui-même. Et ensuite, à terme, il y a la mort. Et donc aujourd'hui, grâce au télomérase, on essaye de freiner ce processus pour donner plus de longévité à nos cellules. Pour moi, c'est encore du... C'est intéressant, je renie pas toutes les techniques, tout ce genre de prospection, voir ce qu'on est capable de faire, c'est intéressant. Mais pour moi, on n'a pas besoin d'insister là-dessus. Si, comme je le dis tout à l'heure, on respecte les facteurs de santé, on n'a pas forcément besoin d'avoir recours à ces technologies qui, moi, me font poser une question. À quoi ça sert d'ailleurs d'augmenter la capacité d'une cellule à se renouveler si à côté de ça, la cellule baigne dans des toxiques et se cancérise? Donc, la télomérase, c'est bien beau, mais ça doit se faire dans un contexte équilibré, harmonieux. Et puis, à quoi ça sert de vivre 200 ans ou 300 ans si on y arrive, si on vit dans un monde pollué, chaotique, à tout niveau? Je Donc, connais pas de personnes je qui connais ont pas de 200 ans personnes quand qui même. ont 200 ans non, mais non, pourquoi je dis 200 ans? Parce que la science envisage de rendre l'être humain quasiment immortel. C'est pas de la science-fiction, c'est aujourd'hui une réflexion qui paraît pas utopique. On sait que à terme, on y arrivera. Mais à quoi ça sert de vivre? Moi, je pense déjà qu'un être humain aurait biologiquement une longévité de entre 120 et 150 ans. Il y en a qui disent plutôt 120. Mais à quoi ça sert de vivre 200 ans si on vit soit en mauvaise santé ou si on vit dans un monde qui est complètement pollué, chaotique et qui a dégénéré à tout niveau? Donc, la vie pour la vie, à rajouter des années, c'est bien, mais il faut rajouter aussi de la vie à ces années. Et ainsi, mais il ne faudra pas que ça soit qu'une élite qui bénéficie de tout cela. Il faudrait que ça soit la population générale qui bénéficie de cette avancée en termes de qualité et cette avancée en termes de longévité. Donc voilà, les théories qui sont mises en avant, c'est souvent donc la surcharge en radicaux libres, les processus inflammatoires qui s'emballent, la théorie de l'usure, la théorie neuroendocrine, la théorie des télomères. Et ce que je m'aperçois, c'est que lorsqu'on respecte des paramètres très simples, dont certains ont été évoqués dans notre discussion, eh bien on s'aperçoit que on vieillit bien sans que ça nous coûte très cher et de manière équilibrée, harmonieuse on peut avoir une longévité conjuguée avec une qualité de vie jusqu'au bout. Voilà. J'ai peut-être oublié certains paramètres, hein, ça va très vite, ce genre d'échange. Je ne dis pas que c'est complètement exhaustif, j'ai peut-être oublié certains paramètres, j'en sais rien. Mais l'essentiel, ça reste une nourriture de qualité, équilibrée, évidemment conjuguée avec d'autres facteurs tels que la respiration, le fait d'avoir une activité physique, et puis d'éviter aussi tout ce qui aujourd'hui euh, peut agresser l'organisme, telles que les ondes électromagnétiques, le Wi-Fi, l'utilisation exagérée de l'ordinateur ou de la télévision, la sédentarité, le fait de grignoter entre les repas constamment, etc. Tout ça, c'est des erreurs à éviter. Donc, au lieu de
se polariser sur ce qu'il faut éviter. Moi, je conseille plutôt ce qu'il faudrait pratiquer pour favoriser une longévité dans de bonnes conditions. Évidemment, d'avoir une activité physique, d'avoir des échanges harmonieux avec les autres, c'est aussi important. Voilà. Tout à fait, oui. Tout à fait. Par rapport aux ondes, c'est Par pas rapport toujours aux ondes, facile, c'est pas quand on toujours habite dans un facile immeuble avec quand des on habite antennes dans sur un le immeuble toit, avec des ou antennes sur le quand toit, tous les ou voisins ont ou Wi-Fi, quand tous les c'est pas voisins ont facile Wi-Fi, c'est pas d'y facile échapper, ou si d'y échapper, on ou dort à si proximité on dort à proximité d'antennes aussi, hein. Oui, d'antennes voilà, aussi, hein. je suis d'accord. Après, il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas forcément, mais que on peut solutionner. On peut déménager ou on peut essayer de trouver des moyens de neutraliser un petit peu les aspects négatifs de ces émissions d'ondes. Voilà, je pense que après il faut voir cas par cas et puis essayer de trouver des solutions pour chaque individu. Mais globalement, et c'est l'objectif de cet échange entre nous deux, c'est que globalement, on peut trouver des solutions et que ces solutions, elles sont assez simples. C'est surtout conjuguer au quotidien des facteurs naturels de santé qui contribuent à respecter le fonctionnement normal d'un être humain. Et c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas respecté tous ces paramètres qu'on veut trouver des solutions à coup de scalpel, à coup d'opération, à coup de rajeunissement en injectant des cellules souches, des ceci, des cela. Ça coûte très cher, c'est proposé à une élite qui est très aisée financièrement, mais ça ne met pas à l'abri malgré tout des pathologies graves, puisque on connaît tous des stars qui ont bénéficié de ces traitements et qui malgré tout sont atteints de cancer, entre autres. Donc, à quoi ça sert de dépenser tout cet argent pour ensuite se retrouver invalide? Donc, pour moi, la solution, elle est plutôt une solution de bon sens. Et puis, quand on met en pratique tous ces facteurs de santé, on s'aperçoit qu'on vieillit dans de bonnes conditions. Voilà. Ce que je propose, c'est comme la dernière fois, c'est que si des personnes ont envie de réagir à cet échange entre toi et moi, eh bien, c'est de se manifester, soit sur ton site. Alors, tu peux nous rappeler ton site? Moi, c'est santéendanger.net. Moi, c'est santéendanger.net et comme adresse email missionpossible.france@wanadoo.fr. Voilà, ok. Donc, si les personnes souhaitent aussi nous communiquer directement, échanger avec moi directement, ils peuvent aller soit sur mon site ericdarche.com, donc c'est Eric Darche, D-A-R-C-H-E.com, ou bien m'écrire Eric, DA, les deux premières lettres de mon nom, 13 en chiffres 1 et 3 @yahoo.fr. Donc, les personnes qui sont intéressées peuvent nous poser des questions ou nous suggérer des thèmes qu'ils aimeraient qu'on aborde tous les deux. Voilà. Ah, bon, bah, c'est très intéressant. Tout ça, j'espère que les gens prendront en compte leur alimentation plus sérieusement et feront en sorte de manger des aliments les plus naturels possibles, sans tous ces produits chimiques que j'ai passé 8 ans à D'ailleurs, dénoncer. justement, à ce propos, je pense qu'on peut tout à fait envisager d'inverser les rôles, que ce soit moi qui te pose des questions par rapport aux additifs, puisqu'il ne faut pas oublier que Corinne Gouget a écrit un livre qui s'est vendu à 300 000 exemplaires sur les additifs et qui s'est vendu dans de nombreux pays et qui met en alerte les gens sur la dangerosité de l'aspartame, du glutamate qui détruit le cerveau et qu'on retrouve un peu partout dans des chiffres, dans des produits complètement anodins au quotidien et qui détruit la santé des jeunes et des moins jeunes. Et parler du rajeunissement et du vieillissement en continuant à consommer ces produits, c'est tout simplement pas possible. Voilà. Ça, c'est la première des choses à faire, d'éliminer ces produits de sa consommation, parce que autrement, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Franchement, manger des crudités pour ensuite consommer de l'aspartame et du glutamate qui détruit le cerveau, je me demande à quoi ça sert. Voilà.
Faudra expliquer ça aux adolescents. Faudra expliquer ça aux adolescents et aux enfants qui sont accros aux bonbons, aux sodas et aux aliments frits et aux biscuits apéritifs, Eh etc. ben, je pense que ça peut faire l'objet d'une discussion tous les deux. Et dans ce cas-là, c'est moi qui prendrai le rôle de l'intervieweur et c'est toi qui me répondras si tu veux bien. D'accord, Eric. Bon, D'accord, ben, Eric. à bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Corinne. Au revoir. Au revoir. Au revoir.